Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière réunion du Conseil de quartier Emerio Zola avant l'été. Donc merci d'être toujours aussi nombreux. Je voudrais commencer. Alors Madame Boyer, la présidente du Conseil de quartier, va nous rejoindre. Elle a un contretemps, mais elle arrive dans quelques temps. Je voudrais commencer par quelques annonces. Les conseils de quartier ont souhaité apporter certains éléments à votre information, éléments divers. Alors d'abord, vous trouverez sur la table à l'entrée, peut-être vous l'avez déjà pris, un document sur le risque d'inondation. Vous savez que Emerio Zola est le quartier le plus touché et le plus concerné par ce risque dans le 15e arrondissement, même si la moitié de l'arrondissement est a priori en zone inondable. Donc vous savez qu'il y a une réunion publique qui a eu lieu en mai, qui a eu un grand succès d'ailleurs le 14 mai, dans la salle des fêtes de la mairie. Et donc, il a semblé utile d'éditer certaines pages pour que vous puissiez les emporter. Ça concerne en fait les moyens pour les habitants de se préparer. Voilà, un peu la checklist des choses à prévoir, les sites sur lesquels se renseigner. Alors, il y en a plusieurs, bon, sachant que toutes les rues du quartier sont concernées, mais voilà, des éléments qui sont parfois du bon sens, mais qui permettent quand même de rappeler des choses utiles. Deuxième élément que je voulais vous signaler, important, on en avait parlé lors d'une précédente réunion, c'est que la police municipale a désigné en son sein, pour les 10 quartiers de l'arrondissement, des référents. Donc un référent titulaire et un référent suppléant. Donc je les remercie tous les deux d'être là pour cette première réunion. Donc Monsieur Boucantard et Monsieur Dib, donc ils sont tous les deux donc agents, chefs de service de la police municipale du 15e arrondissement et donc qui sont d'ores et déjà les interlocuteurs, disons, privilégiés pour tous les sujets de tranquillité publique, de sécurité, en lien avec la police nationale bien sûr, sur le quartier Emerio Zola. Voilà, donc vous aurez certainement l'occasion de les rencontrer avec leurs collègues lors de leur patrouille dans le quartier. Les moyens de les contacter, vous les connaissez certainement déjà. Bon, il y a le 3975, il y a le totem qui se trouve à Charles Michel. Il y a un certain nombre de permanences qui sont assurées par les effectifs de la police municipale. On pourra peut-être redonner les éléments sur les dates de leur présence à ces endroits-là. Voilà, il me semblait utile qu'ils puissent être là aujourd'hui et même ultérieurement, bien sûr, sur chaque conseil de quartier qui nécessitera leur présence. Nous aurons ultérieurement, mais ce n'est pas encore désigné, un référent de l'entretien du quartier, donc voirie, propreté. Là, la désignation de ces référents par les services concernés est beaucoup plus lente, mais je crois que c'est utile pour que les conseils de quartier puissent intégrer de manière permanente un correspondant, un référent des services sur la tranquillité publique et la sécurité d'une part, et puis sur la propreté et l'entretien de l'espace public d'autre part, sont les deux préoccupations essentielles des habitants. Un troisième point d'information sur le budget participatif. Donc ça n'a rien à voir, mais pour vous signaler que le conseil de quartier Emerio Zola avec le conseil de quartier Duplex La Motte-Piquet ont souhaité déposer des projets au budget participatif. L'idée étant que même si cet outil est certainement imparfait, on préfère toujours essayer d'orienter son utilisation vers des choses vraiment intéressantes pour le quartier. Donc plusieurs dossiers ont été proposés et deux ont passé la phase, disons, de présélection, donc pourraient être soumis au vote des habitants à partir du mois de septembre. Il y en a un qui concerne la remise en état, la rénovation du square Béla Bartok, et l'autre, la fin de la rénovation de l'île aux Cygnes, qui avait commencé déjà avec un budget participatif qui a été en grande partie réalisé, mais pas entièrement, malgré tout, faute de budget. Voilà les éléments, un peu les éléments que je souhaitais apporter un peu en introduction, avant d'ouvrir cette réunion dont je vous présente rapidement l'ordre du jour qui a été décidé, fixé par les conseillers de quartier lors de leur réunion préparatoire. Donc nous avons un premier sujet sur les transports en commun dans le quartier, donc la desserte du quartier par les transports en commun, bus et métro. Donc sujet pour lequel
Je remercie Madame Sylvie Pouget, donc responsable territoriale Paris-Ouest de la RATP, d'être là, accompagnée de Monsieur Stéphane Louet, donc directeur du centre bus Paris-Ouest, de Monsieur Boris Huard, directeur de la ligne 10, et Madame Bouclier, qui est responsable de l'offre, c'est ça voilà, exactement, également auprès de Monsieur Huard. Monsieur Louet, pardon, excusez-moi. Nous aurons ensuite un second sujet très différent qui concerne le cordon bleu. Donc, vous savez que le cordon bleu, école de cuisine internationalement connue, est installée dans le quartier de Beaugrenelle depuis maintenant 5 ou 6 ans, à peu près, c'est ça 9 maintenant, oui. 2016, c'est ça, le départ de l'organisation de la francophonie qui occupait le même bâtiment. Voilà, et donc c'était l'occasion, ce qui n'a pas été fait ces dernières années, de demander donc à ses représentants de venir présenter l'école, mais aussi ses projets, puisqu'il y a des projets qui peuvent intéresser les habitants du quartier. Donc je remercie Monsieur Briffard, chef d'établissement, d'être présent. Je crois que vous serez accompagné de Monsieur de Gabrielli, architecte, qui sera là, et Monsieur Christophe Dessau, qui sera absent. Voilà, alors donc sans plus attendre, je vais passer la parole donc au représentant de la RATP pour le premier sujet. Donc comme d'habitude, vous le savez, hein, on a une partie de présentation et ensuite on prend toutes les questions que vous pouvez avoir voilà, sur ce sujet, les transports en commun dans le quartier Beaugrenelle. Merci beaucoup, Monsieur Sommels. Donc Sylvie Pouget, on est ravis d'être avec vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse effectuer la première présentation métro par le directeur, et puis on pourra passer à ce moment-là aux échanges. Et nous avons également ensuite la partie bus. Merci. Donc, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc, merci aux conseillers d'avoir inscrit à l'ordre du jour les transports en commun. Merci aux élus de nous avoir conviés. Écoutez, je suis ravi de représenter la ligne 10 que je dirige depuis maintenant 5 ans. J'espère que beaucoup d'entre vous font partie de nos fidèles clients. Bien évidemment, je n'hésiterai pas, si je le peux, à répondre à vos questions, et à celles où je ne peux pas, je prendrai des notes et je reviendrai vers vous ultérieurement. En tout état de cause, pour ceux qui la connaissent peut-être beaucoup, pour certains un peu moins, donc la ligne 10, c'est une ligne centenaire, étant donné qu'on a fêté ensemble, d'ailleurs, dans votre quartier, les 100 ans en fin 2023. Donc des infrastructures assez anciennes, même si nous les entretenons et les maintenons du mieux qu'on peut. Et elle est aussi marquée par l'utilisation de trains, les fameux MF67, qui circulent depuis maintenant plus de 50 ans. Donc la ligne 10, pour vous la décrire un petit peu en quelques chiffres, c'est d'abord et avant tout 500 agents qui travaillent au quotidien, 20 heures sur 24, pour remplir tout simplement cette continuité de service public et vous assurer un transport dans les meilleures conditions de sécurité. Donc cette ligne 10, ça fait partie de ce qu'on appelle les petites lignes du réseau, parce qu'elle n'est pas très étendue, étant donné, comme vous le voyez, qu'elle fait 11 km de long, 23 stations, dont la quasi-majorité sont parisiennes, puisque cette ligne 10, il a fallu attendre le début des années 80 pour qu'elle soit prolongée donc, de 2 stations sur Boulogne. Mais avant, son terminus était Porte d'Auteuil. Donc cette ligne 10, c'est une ligne qui totalise environ 35 millions de voyageurs à l'année. Et elle est marquée par une petite particularité aussi, c'est la fameuse boucle d'Auteuil, dont on voit que sur cette, entre Javel et Boulogne, en fait, elle n'est empruntée que dans un seul sens de circulation. Il faut s'y repérer, et notamment pour nos chers amis touristes, c'est une gageure de s'y retrouver quand on est dans les stations, par exemple, Molitor, par exemple, ou Porte d'Auteuil, où pour repartir vers Paris, les gens sont un petit peu perdus. Et c'est vrai que c'est plutôt rare
que d'avoir des stations où finalement notre métro ne va que dans une seule direction. Traditionnellement, nos 368 stations du réseau ferré ont des voies qui permettent d'aller dans les deux directions vers les deux terminus. Donc c'est aussi une particularité de la ligne 10. Alors, moi j'en profite de cet échange pour vous parler un peu d'avenir quand même, parce que la ligne 10, malgré son grand âge, a la chance sur le réseau parisien d'être la première à accueillir un train dernière génération, étant donné que cette ligne 10 va pouvoir offrir à ses clients, à partir du dernier trimestre de cette année, la capacité d'emprunter le MF19, qui aura vocation d'ailleurs, après, à irriguer 8 lignes. Donc plus de la moitié du réseau de la RATP recevra à leur tour ce fameux train. Mais en tout cas, il arrive le premier. Sachez qu'il y a actuellement déjà 2 trains, 2 prototypes qui circulent en nuit, parce qu'en fait, les lignes de métro, même si nous fermons nos grilles vers 1h du matin, en fait, la vie continue. Nous continuons à avoir une exploitation nocturne, et notamment en ce moment, nous y faisons circuler ces 2 prototypes, parce que ces prototypes sont sortis des usines françaises de Valenciennes. C'est Alstom qui les fabrique. Ils nous les ont livrés pour le premier en camion. C'est ce qui se fait de manière historique sur l'ensemble du réseau. Une rame est constituée de 5 voitures qui arrivent de manière séparée sur camion. Le premier train est arrivé comme cela, et comme le faisait depuis des années la RATP. Et petite innovation, le deuxième train est lui arrivé par les voies SNCF. Nous avons encadré ce deuxième train avec 2 locomotives, une à l'avant, une à l'arrière, qui ont tracté et poussé ce prototype sur les voies ferrées, et il nous est arrivé directement sur le site de la Villette. Pourquoi je vous en parle, au-delà de l'innovation que ça représente? Eh bien, c'est tout simplement qu'en matière de disponibilité, aujourd'hui j'ai 30 trains. Demain, j'aurai 30 nouveaux trains au gré d'un échange. Un vieux train s'en va, un nouveau arrive. Ce qui prend du temps, bien évidemment, mais le fait de me le livrer intégralement monté, eh ben, je gagne du temps pour les récupérer. Et de fait, on espère pouvoir accélérer ces délais de livraison, si tant est que notre fabricant nous les fabrique dans les temps, mais je veux y croire. Eh bien, nous pouvons espérer début 2027 d'avoir complètement échangé nos anciens trains par les nouveaux. Alors ces nouveaux trains, eh ben, forcément, ça va beaucoup changer la vie de nos voyageurs, dans le sens où ils sont clairement plus spacieux, ils sont plus lumineux, ils sont dotés d'énormément d'informations embarquées. C'est-à-dire qu'à bord, via les écrans, on pourra pousser de l'information digitale en temps réel, ce qui aujourd'hui, nos trains ne sont pas équipés. Donc beaucoup d'informations voyageurs à bord, et puis également de la vidéoprotection, qui permettra d'avoir des caméras embarquées à bord de nos trains. Donc plus spacieux, plus confortable, plus moderne. Clairement, ça va révolutionner la vie de cette ligne qui, je le rappelle, a un grand âge. Donc voilà un peu cette novation qui va quand même changer nos conditions de transport. Mais effectivement, ça commence fin 2025 et ça nous emmène jusqu'en 2027 pour vivre la totalité du changement. Donc forcément, pendant ces 2 années, on va vivre ce que l'on appelle chez nous en interne une période dite de mixité, où sur nos voies vont cohabiter des anciens trains et des nouveaux. Donc en matière de gestion des ressources humaines, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, parce que vous vous en doutez, à la fois pour nos conducteurs, conduire nos anciens trains et conduire les nouveaux, c'est pas du tout le même exercice. Alors, petite particularité là aussi de la ligne 10, nos conducteurs aujourd'hui sont des conducteurs qui conduisent exclusivement
en conduite manuelle. C'est toujours eux qui commandent le train. C'est la seule ligne qui ne dispose pas de ce qu'on appelle le pilote automatique. Et bien demain, malgré l'arrivée de ces nouveaux trains, il faut toujours un village gaulois. Et ben voilà, sur le réseau, c'est la ligne 10. Et bien nos conducteurs continueront à avoir uniquement cette conduite manuelle exclusive. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est les seuls vrais professionnels du réseau. Donc voilà, encore une fois, une façon de se démarquer du reste du monde sur cette belle ligne 10. Donc cette période de mixité, donc nous devons tous les former. Aujourd'hui, c'est 150 conducteurs qui travaillent sur la ligne 10. Donc il va falloir tous les former à conduire ce nouveau matériel. Et il y a également 50 mainteneurs. Ce sont des gens qui entretiennent ce véhicule. Et donc, de fait, entre un train qui a plus de 50 ans, où on entretient de la mécanique, du pneumatique, et on va passer à de l'électronique et de l'informatique, vous vous doutez bien qu'en matière de formation de ces personnels, eh bien, ça nous occupe un petit peu. Donc voilà, une période dite de transformation. Nous espérons, j'allais dire, le moins possible impacter l'exploitation. Ça arrive quand même. Pour ceux qui sont des utilisateurs réguliers de la ligne 10, et je vous en remercie, nous avons connu au mois d'avril des périodes où il a fallu que nous fermions la ligne plus tôt. Comme je vous le disais, ces essais ne se font qu'en nuit. Donc, or, une nuit, quand on ferme aux alentours d'1h du matin et qu'on réouvre aux alentours de 5h du matin, bah, ça laisse que 4 heures pour faire des essais, ce qui est quand même peu pour tester un matériel qui n'a jamais roulé ailleurs. Et donc, il a fallu augmenter cette période d'essai. Nous l'avons fait au mois d'avril. Je suis obligé de commencer à vous préparer, pour ceux qui prennent le métro tard le soir, à ce que vers le mois de septembre, sur septembre-octobre, nous soyons tenus de recommencer cette période de fermeture un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, ce n'est ni décidé et je n'ai pas les dates. Je sens d'instinct qu'il va falloir qu'on s'y emploie. Et bien entendu, on poussera de l'information pour vous dire à quel moment. Mais voilà, aujourd'hui, rien n'est fait. Voilà ce que je pouvais rapidement vous dire de la ligne 10. Et bien entendu, je répondrai, si possible, à vos questions. Merci beaucoup, monsieur. Alors, effectivement, après cette première présentation, on va pouvoir prendre une série de questions. Est-ce que parmi les conseillers de quartier, il y a déjà des questions, on va les prendre 3 par 3. Madame Savary-Cornali. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. C'est juste une petite demande. C'est combien de temps ça met, combien d'heures par conducteur pour les former sur le nouveau matériel? Alors, ensuite, on va peut-être, monsieur, on va prendre trois questions à la suite. Monsieur Vacher. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous nous avez donné le nombre de passagers, de voyageurs pour la ligne 10. J'aurais voulu connaître le nombre de voyageurs pour la station Charles-Michel, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a toujours parmi les conseillers de quartier une autre question, et puis on va ensuite prendre celle du public? Alors peut-être j'ajouterais pour ma part une question, c'est est-ce que vous pourriez nous faire un petit point rapide sur l'état des 3 stations du quartier, c'est-à-dire Charles-Michel, Avenue Émile Zola et Javel, savoir si des travaux en particulier sont d'ores et déjà programmés. Voilà. Alors, je vais répondre à certaines d'entre elles pour les infos dont je dispose comme ça à chaud. La formation des conducteurs. À l'heure où je vous parle, elle est estimée à 5 jours. 5 jours de formation, parce qu'effectivement, l'arrivée d'un nouveau train constitue vraiment des changements majeurs. Certaines situations sont, entre guillemets, déjà anticipées dans le sens où on imagine tous qu'on change
de véhicules. C'est-à-dire que nous, conducteurs, pour ceux qui utilisons par exemple une voiture, on se dit, ben voilà, je laisse à regret ma 2 chevaux, et puis je prends la dernière Stellantis avec toutes les options. Et finalement, j'ai toujours le même permis de conduire, et puis finalement, c'est un petit peu à moi de m'habituer. Mais en fait, pour préparer une ligne à l'arrivée d'un nouveau métro, en fait, avec l'espoir que ça ne se voit pas trop dans le cadre du transport de nos voyageurs, en fait, la ligne, elle est en travaux depuis plusieurs années. Parce qu'en fait, pour préparer l'accueil de ces nouveaux trains, il a fallu changer les voies, il a fallu changer la signalisation, il a fallu changer les quais. Alors ça ne se voit pas, mais c'est ce qu'on appelle chez nous un ressindement. Parce qu'en fait, ce nouveau train, il est un petit peu plus imposant. Comme je vous le disais, il est plus spacieux, il est un petit peu plus gros que l'ancien. Donc il a fallu raboter les quais pour que ça ne frotte pas. Il a fallu changer les dispositifs de visualisation du service voyageur pour les conducteurs. Donc en fait, ça fait des années que la ligne est en chantier, des chantiers de nuit, pendant les fameuses 4 heures dont je vous parlais, pour préparer son arrivée. Donc là, en fait, les conducteurs ont déjà été un petit peu formés à ces changements dans le cadre de l'infrastructure. Et là, les 5 jours que je vous présente, là, ça sera vraiment dédié à l'apprentissage du nouveau véhicule, parce que qui dit apprentissage, c'est bien entendu apprendre à le conduire dans son changement, mais c'est aussi apprendre à le connaître. Nous, nos conducteurs sont aussi formés à ce que contient le train. Donc il y a au moins 5 jours de prévu de formation pour nos conducteurs. Alors j'ai bien noté la question sur la fréquentation spécifique de la station Charles-Michel. Je peux l'obtenir, je ne l'ai pas par cœur de tête. En tout cas, elle n'est pas dans notre top 3 de nos stations de fréquentation de la ligne 10. Pourquoi ? Parce que nos stations les plus fréquentées sont souvent des stations dites à correspondance. Les stations à correspondance, bien évidemment, vous doutez par exemple, Gare d'Austerlitz fait partie des stations, elle est en correspondance avec la ligne 5, elle est en correspondance avec l'arrivée des grandes lignes de la SNCF, elle est en correspondance avec le RERC. Donc forcément, ces stations dites à correspondance sont des stations où le taux de fréquentation est plus important. En revanche, Charles-Michel a une particularité, c'est que c'est l'une de nos stations où nous avons le plus de traitement de relations clientèle au sens souscription d'abonnement, vente de titres de transport pour des clients spécifiques ligne 10. Elle a vraiment cette particularité. Mais je vous communiquerai la fréquentation ciblée sur Charles-Michel. Enfin, sur cette troisième question, c'est l'état des stations. Alors l'état des stations, finalement, ceux qui le connaissent le mieux, c'est nos clients. C'est eux qui les fréquentent au quotidien, donc c'est eux qui, généralement, m'en disent le plus d'explications. Alors, j'ai la chance, entre guillemets, sur Charles-Michel, d'avoir pris déjà des contacts avec certains qui la fréquentent le plus assidûment, puisqu'on a pris l'initiative sur cette station de mener des opérations qu'on appelle chez nous les rendez-vous de la ligne. Et à 2 reprises, on l'a fait spécifiquement sur la station Charles-Michel pour aller à la rencontre, c'est-à-dire on a pris l'initiative d'avoir des moments d'échange où ceux qui empruntent la ligne 10 peuvent venir à la rencontre de l'équipe de direction de la ligne 10 pour faire état de ce qu'ils vivent finalement dans l'utilisation de la ligne 10. Donc l'état de cette station, parmi les griefs les plus prégnants, c'est d'une part la situation dite des équipements, c'est-à-dire les portes de sortie ou ce qu'on appelle les péages d'entrée. Donc fort d'ailleurs des échanges que j'ai pu avoir, et notamment de l'association des riverains sur le site de Beaugrenelle, j'ai pu pousser et essayer, je dis bien parce que
La RATP est une grande entreprise, hein, vous le savez, c'est 56 000 agents, c'est moult départements, c'est plus de 230 métiers, hein, la RATP. Donc forcément, j'ai pu rentrer en contact avec nos partenaires dits mainteneurs de maintenance pour leur faire état des remontées des clients, des voyageurs, sur notamment ces pannes à répétition, sur ces équipements d'entrée et de sortie. Donc, notamment grâce au soutien de ces remontées terrain, j'ai pu essayer de me faire entendre pour essayer de prioriser la réparation de ces équipements. Et normalement, j'ai des promesses, en tout cas de nos collègues mainteneurs, sur au moins l'échange des portes dites de sortie. Sur les portes d'entrée, ce n'est pas encore gagné. Mais en tout cas, sur les portes de sortie, il y a vraiment un classement et ils ont accepté de les mettre en priorité 1 pour faire modifier dans l'agenda finalement d'entretien des stations, de classer ces équipements de Charles Michel et de le mettre plutôt en haut de la pile. Donc ça, normalement, j'espère que ça soit fait dans des échéances à court terme. En revanche, pour les péages d'entrée, j'ai bien le sentiment que j'arrive pas encore à me faire entendre pour bénéficier d'un renouvellement de ces équipements à plus courte échéance. Donc en tout cas, c'est ces données que j'ai sur les équipements. Je sais aussi, parce que lors de ces rencontres, on m'a beaucoup parlé des infiltrations. Donc à nouveau, je suis revenu à la charge. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas reçu, c'est pas le Téléthon, mais je n'ai pas reçu de promesse d'intervention sur les infiltrations. En revanche, un élément aussi m'a été remonté, et peut-être certains d'entre vous ont pu le voir, c'est notamment, et je suis désolé, ce ne sont pas des sujets simples à aborder, mais j'ouvre le débat sur la présence d'un SDF. Hein, voilà, chez nous, sachez-le, on appelle ça des personnes qui séjournent indûment dans les espaces. Et fort notamment de vos remontées et des nôtres, hein, encore une fois, on avance ensemble, nous avons pu, ça a été à court terme, nous avons pu, grâce à une structure qui s'appelle le recueil social en interne, faire intervenir, grâce au service de la préfecture, un médecin psychiatre, puisque c'est uniquement sur ordre du médecin psychiatre que nous avons pu, par la force, le faire interner à Sainte-Anne. Mais ce répit a été de courte durée, puisque très récemment, ce monsieur est revenu dans les espaces de Charles Michel. Mais encore une fois, une action a pu être menée. Il a été pris en charge par des services de santé, mais sa liberté de déplacement lui a été rendue, puisque, encore une fois, je le rappelle, hein, c'est sur décision du préfet, après autorisation d'un médecin psychiatre, que nous avons pu, nous, l'emmener manu militari dans des services de soins dont il a bénéficié, mais sur une courte durée. Voilà ce que je pouvais vous livrer à chaud. Non, vous permettez, je voudrais poser une question. À partir du mois de septembre, il va y avoir 2 métros, enfin 2 voitures nouvelles normes, plus les anciennes. Et les anciennes, elles sont dans un état épouvantable, l'intérieur. C'est sale. Alors, comment vous allez gérer les passagers, si je puis dire? Ils vont vouloir tous monter dans... vous allez les intercaler? Vous allez faire quoi? Exactement. Alors, c'est presque un espoir que vous faites naître en moi. C'est finalement cet engouement que pourraient avoir les gens à venir sur la ligne 10. Et je serai le premier ravi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, la ligne 10, c'est 45 millions de voyageurs par an. Nous sommes donc l'avant-dernière des 14 lignes du métro. Parce que depuis 2 ans, j'ai réussi à battre la 11. Autant vous dire que nous étions la dernière. Mais depuis 2 ans, nous avions gravi un échelon. La ligne 11 ayant bénéficié
d'un prolongement avec de nombreuses stations, autant vous dire que le gain d'une place, j'ai peur de le reperdre rapidement. Donc forcément, quand vous dites sur 14 lignes de métro, je ne parle même pas des 2 lignes de RER, hein, vous vous en doutez bien, le RER A, c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Donc je ne joue pas dans la même cour. Mais en tout état de cause, le fait, quand vous vous exprimez au nom de la dernière ligne du réseau, c'est toujours difficile de se battre, quand je vous dis, pour obtenir des équipements, pour obtenir des subventions, pour obtenir des choses sur nos infiltrations. Donc je serais ravi que nos voyageurs soient plus nombreux et viennent remplir mon nouveau train. Pourquoi je dis mon nouveau train? Parce que aujourd'hui, j'ai 2 prototypes, ce sont des trains d'essai. Mais quand on va ouvrir pour le dernier trimestre, je n'aurai qu'un train en circulation. Les autres vont commencer à arriver à partir de 2026. Donc, malheureusement, pour ceux qui connaissent bien la ligne 10, nos intervalles entre 2 trains, nous avons ce qu'on appelle les heures de pointe. Les heures de pointe, dites du matin et du soir, où nous avons des intervalles à 3 minutes environ. Nous avons nos fameuses heures creuses en journée, où notre intervalle entre 2 trains est plutôt à 5 minutes. Et nous avons, cette fois-ci j'y viens, nos heures creuses du soir, où là on est plutôt 7, 8, voire 10 minutes d'intervalle. Alors c'est dur, hein, mais bien évidemment, quand je vous dis, c'était noté sur la slide, j'ai 115 000 voyageurs jour, là où par exemple la 9, qui est voisine de nous, en a 500 000 par jour, eh bien oui, on ne peut pas être traité à la même hauteur. Donc forcément, je joue avec mes contraintes et forcément, peut-être que nos voyageurs, si le nouveau train est bondé, devront attendre le prochain. Le prochain ou le suivant ou le suivant. Là, je vous le dis. Je suis désolée, là je suis élue, je confirme, on n'arrive pas à monter dans les rames certains matins et pas le second, pas le troisième, des fois pas le troisième. Non, c'est pas la peine. Vous êtes pour rien, mais c'est un fait. Micro. Alors, on va. Je dis qu'on n'arrive pas à monter dans les rames au suivant. Des fois, il faut attendre 2 fois. 3 fois, le matin tôt, très tôt, entre 8h et 9h, quand on va travailler. J'entends qu'il y ait des heures de pointe. La 9, c'est pire, mais c'est quand même, c'est pas rare, c'est tous les jours comme ça. Eh bien, écoutez, je serais le premier ravi si vous pouviez être entendu par notre autorité organisatrice, qui est la personne qui nous... Déjà, et je le dis parce que j'ai la chance d'avoir des clients de la ligne 10, nous avons ces nouveaux trains, il faut leur en savoir gré, grâce à IDFM qui nous les finance. Je rappelle, juste un train, c'est 10 millions. Donc, je suis ravi d'être le premier à les recevoir, mais en tout état de cause, franchement, si demain, IDFM nous dit qu'il faut augmenter la cadence sur la 10, mais moi, je mettrai tout en œuvre pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, j'ai un contrat qui me prévoit un nombre de passages qui est lié, je le rappelle, à la fréquentation de cette ligne. Et aujourd'hui, je m'y emploie et je suis une des rares lignes à obtenir quasiment 100% de mes objectifs contractuels. Je l'entends, mais il y a souvent la ligne qui est en arrêt pour régulation. On ne peut pas monter dans certaines stations, je vais les nommer, c'est facile, c'est Duroc par exemple, aux heures de pointe le soir quand on rentre. S'il y a le changement sur la 13, on ne rentre pas dans la 10. On attend 1 fois, 2 fois. Le matin, tôt, quand elles arrivent du 16e pour arriver sur le 15e, on ne rentre pas non plus. On est plus que serré. Donc, ce n'est pas forcément de votre fait, c'est un problème capacitaire. Il y a beaucoup plus de monde qui prend le métro sûrement. Ok, très bien. Oui. Mais il y a ce problème, parce que ne pas pouvoir monter dans sa rame alors qu'on va travailler, mais vraiment ne pas pouvoir monter. Je pense que certains d'entre vous l'ont vécu. Et c'est tous les jours quand même. Hein. Bien écoutez, encore une fois, franchement, je serai le premier à pouvoir offrir un service meilleur. Maintenant, comme je le disais lors de notre échange, les stations en correspondance, et notamment la 13,
sont bien évidemment des stations qui amènent une fréquentation importante. Vous avez raison. Ah non, mais je le sais bien. Mais encore une fois, je serais ravi de pouvoir upgrader l'offre si tant est qu'on m'en donnait les moyens. Allez, je voudrais reprendre des questions dans la salle. Peut-être finir avec madame. Oui, il y a une autre remarque qu'on a faite, c'est que comme c'est manuel, je crois que je comprends, c'est une ligne où on n'est même pas descendu que ça ressonne. Enfin, alors, et ça c'est très fréquent. Hein. Pardon ? Donc. Ouais. Alors, 2 autres questions, s'il vous plaît, dans la salle, par ici. Oui, dans le micro, s'il vous plaît. Bonsoir. J'ai l'impression que ces nouvelles rames ont beaucoup moins de place assise. C'est une impression ou vous acquiescez? Oui, alors. et une 3e question. Oui. Allô ? Oui, ça marche. Bonjour Monsieur Houard. Je me présente, je suis Madame Delaney. Je suis la présidente du comité de défense Beaugrenelle. Et effectivement, certains de nos administrateurs sont venus à votre rencontre le 25 mars, lorsque vous avez reçu les usagers de la ligne 10. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier parce que dans votre exposé, effectivement, vous répondez à certaines des demandes que nous vous avons formulées dans le courrier que nous vous avons remis. Cependant, j'ai noté certains points sur lesquels vous n'avez pas répondu, donc je vais vous reposer la question. Nous avions relevé des problèmes d'éclairage dans la station. Donc, voilà ma question. Que pourriez-vous répondre sur le traitement et l'insuffisance de l'éclairage ? Deuxièmement, la question de l'accès pour les PMR. Pourrait-il être envisagé aussi dans cette station des aménagements des ascenseurs ou des escaliers mécaniques pour un accès PMR ? Troisième question, c'était sur l'étanchéité. Quand bien même l'étanchéité n'est pas exclusivement un projet ou une difficulté qui serait traitée uniquement par la RATP, il y a aussi une concertation à avoir avec les services de la voirie de la mairie du 15e. Voilà, quelles informations pourriez-vous nous apporter sur ce sujet-là ? Et si vous le permettez, ça fait déjà 3 questions, mais en complément et en relevant ce qu'a dit Madame, votre exposé a mis en lumière effectivement l'arrivée de ce nouveau train que vous nous dites nous apporter donc plus spacieux, plus confortable, plus moderne. Nous en sommes enchantés. Cela dit, aujourd'hui, je renouvelle la question de Madame. Combien y a-t-il de places assises dans ces nouveaux trains par rapport aux anciens trains ? Moi, j'ai lu des choses dans la presse, j'aimerais vous l'entendre dire. La deuxième chose, comme l'a dit Madame là-bas, notre problème principal, c'est évidemment la fréquence de passage. 3 minutes en heure de pointe, ce n'est pas possible. Il y a quelques années, ce n'était pas ça, c'était 2 minutes. En heure creuse, pareil, jusqu'à 7, 8, 10 minutes le soir, ça pose un véritable problème. Et je noterai aussi un des mots que vous avez dit par 2 fois. Aujourd'hui, nous sommes clients. Il fut un temps où nous étions usagers. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des objectifs de rentabilité, alors qu'il y a un certain temps, il y avait des objectifs de service au public. C'était une remarque. Merci. Donc, M. Houard va répondre. Juste une dernière. Vous avez parlé de la station, c'était Charles Michel ? Oui, ok. On va le laisser répondre, M. Houard. Allez-y. Oui, je veux bien. Je vous remercie. Déjà, je vous remercie pour la qualité de nos échanges parce qu'à chaque fois que nous avons pu nous rencontrer, on a pu partager à la fois sur vos besoins et sur les quelques capacités que j'avais d'agir ou au moins de transmettre vos préoccupations. Le temps d'échange voyageurs. Pardonnez-moi, je les ai notés dans un ordre, mais j'essaierai de ne rien oublier. Le temps d'échange voyageurs, vous l'avez dit effectivement très bien, c'est une opération manuelle. C'est effectivement le conducteur qui la génère
Et il est vrai, ce n'est pas la première fois, je reçois, vous savez, nos clients nous écrivent, et j'ai eu l'occasion de recevoir ce genre de remontée d'informations. Et sachez qu'à chaque fois que nous recevons ça avec la station, l'heure, ça nous permet, nous, d'essayer d'identifier les conducteurs qui pourraient être concernés. Alors le but n'est pas de leur taper dessus, bien évidemment, mais néanmoins de faire état de ce que ce temps d'échange était trop bref et ait pu générer soit un mouvement un peu trop rapide, soit une crainte même de se retrouver coincé, évidemment. Donc sachez que ce sont des infos que nous faisons remonter systématiquement dès lors que l'information nous parvient. Ça, c'est vu avec, vous l'avez dit, c'est une action humaine. Donc là, c'est fait systématiquement dès lors qu'on est saisi. Pour essayer de les traiter dans l'ordre. Moins de place assise. Alors, comme vous, j'ai lu les mêmes articles. Sur la 10, ces nouveaux trains vont bénéficier de ce qu'on appelle le module confort. Là où sur d'autres lignes, ils vont avoir ce que l'on appelle un module capacitaire. Sur le module confort, il y a très peu d'effets sur les places assises. Il y a quelques strapantins qui sont enlevés pour créer, et ça c'est quelque chose que vous allez peut-être trouver incongru, mais ces quelques strapantins qui sont enlevés sont faits pour créer des espaces PMR à bord des trains, sauf que, et pourquoi je vous dis ça? Parce que comme vous le savez, ces trains vont circuler sur 8 lignes du réseau, donc des lignes qui, elles, bénéficient d'accès PMR. Malheureusement, la ligne 10, et ça rejoint l'une de vos questions, et je comprends tout à fait la préoccupation, mais la ligne 10 n'a pas d'accès de ces stations PMR. Et ça, aujourd'hui... Ah, mais voilà. Donc c'est un peu ce phénomène où nos trains le permettront, ces nouveaux trains. En revanche, nos stations, non. Oui, pour apporter un complément d'information concernant l'accessibilité. Comme vous le savez sans doute, la région Île-de-France, via IDFM, donc Île-de-France Mobilité, a décidé à lancer un projet qui est le métro pour tous, donc les accès PMR, mais au sens, quand on dit PMR, c'est au sens large. C'est tous les problématiques d'handicap, quelles que soient les problématiques d'handicap, que ce soit les déficients visuels, les personnes effectivement en chaise roulante, enfin tous les types de handicap. Ce qui a été décidé par Île-de-France Mobilité, et pas plus tard que cette semaine, lundi, il y a eu la réunion du premier comité de pilotage de mise en accessibilité de la ligne 6. C'est la ligne 6 qui a été choisie pour lancer une première étude. Donc cette étude, elle est cofinancée par l'État, par la région via Île-de-France Mobilité et par la ville de Paris. Pourquoi la ligne 6 ? Parce que la ligne 6, en fait, est un concentré de ce qui existe sur le réseau parisien. C'est en même temps une ligne souterraine et en même temps une ligne aérienne. Et donc là, c'est un projet, une étude sur à peu près, je crois, 2 ans, qui va permettre de déterminer les possibilités et les impossibilités, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y aura sans doute des impossibilités techniques à certains endroits de ne pas pouvoir faire des accès PMR. Mais en tout cas, cette étude est lancée. Donc il y a eu une première réunion qui s'est passée il y a quelques mois, et là, lundi, premier comité de pilotage avec l'ensemble des associations représentatives de tout type de handicap. Cette réunion a eu lieu au siège de la région. Voilà. Une question ? Non. Je me permettais aussi de compléter par rapport au sujet du handicap. Donc vous l'avez compris, sur le handicap lié à la mobilité, la ligne 10 malheureusement n'a pas ces équipements. En revanche, on a pu travailler, et notamment sur le handicap lié au déficit visuel, puisque nous avons pu équiper l'ensemble de nos stations de ce qu'on appelle des manchons en braille, c'est-à-dire sur l'ensemble des mains courantes, de manière à aider les malvoyants à s'orienter en touchant la main courante pour leur dire où ils se trouvaient, vers quelle direction ils allaient. Et on a pu aussi, dans l'attente d'arrivée de ces nouveaux trains qui pourront parler aux voyageurs, qu'ils soient clients et usagers, on a pu équiper l'ensemble de nos voitures centrales, de nos vieux trains,
d'une balise sonore qui permettait d'annoncer les stations, toujours pour ce public malvoyant. Donc on a travaillé sur certains aspects dans la mesure du possible. Sur l'éclairage, j'ai pas d'infos, mais j'ai bien à nouveau noté, je verrai avec mes collègues mainteneurs. Et pareil sur l'étanchéité, vous avez raison, on n'est pas seul à bord. Malheureusement, certaines de nos stations font en ce moment l'objet de piquetage pour aller injecter du produit dit d'étanchéité. Hein. On ne démolit pas forcément l'aspect carrelé, vous savez, d'antan, ce fameux carreau biseauté, mais en revanche, on fait du piquetage pour injecter du produit de manière à rendre la voûte le plus étanche possible. Donc là, il y a un programme, mais je ne l'ai pas en tête. Merci. Alors, je propose qu'on passe à la partie sur les bus. Et puis, si vous avez des questions, ben, on les prendra après. On prendra après, d'accord ? Très bien. Merci, Monsieur Louet. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Stéphane Louet, le directeur du centre bus de Paris Sud-Ouest. Le Sud. Le centre bus de Paris Sud-Ouest, c'est un centre bus qui regroupe 2 dépôts. Donc, on a un dépôt qui se trouve porte de Saint-Cloud, c'est le site de Point du Jour, et un dépôt qui se trouve dans le 15e, donc rue de la Croix-d'Hiver, rue de la Croix-d'Hiver, rue Charles-Lecoq. Et pour ce qui concerne la réunion de ce soir, nous exploitons 3 lignes dans le quartier, les lignes 42, 30 et 70. Alors l'unité, je vous ai donné quelques chiffres. Hein, vous m'entendez bien ? 88, c'est pas mon centre. Alors s'il y a des questions, on les prendra, mais Alors, concernant donc, le centre de bus de Paris Sud-Ouest, donc c'est 18 lignes de bus, donc, dont les 3 que je viens d'énumérer, 240 bus, donc il y a 2 sites, 240 bus. Nous réalisons 27 km par jour. Il y a 602 points d'arrêt, 11 villes qui sont desservies par nos lignes, et enfin 900 salariés. Donc c'est 2 fois plus important qu'une ligne de métro, parce qu'évidemment on a beaucoup de conducteurs de bus, ça c'est notre principale population. Voilà. Alors, je vous ai présenté les 3 lignes que j'exploite. Effectivement, la ligne 88, je ne l'ai pas insérée dans la présentation parce qu'elle n'est pas exploitée chez moi, donc je suis désolé, mais on prendra les questions, bien sûr. Pour info, quand le métro s'arrête, c'est nos bus qui prennent le relais pour faire les services de substitution. Donc on a été sollicité, notamment le mois dernier, pour faire les services de substitution en soirée. Il y a énormément de services de substitution qui vont se dérouler durant l'été. Donc la ligne 30, c'est une ligne qui part de l'hôpital Georges Pompidou, c'est une ligne très touristique. Hein. Elle part de l'hôpital Georges Pompidou, elle rejoint donc le centre Beaugrenelle, ensuite le pont d'Iéna, la tour Eiffel, elle remonte au Trocadéro, elle va à l'Étoile, elle redescend vers Terne, Monceau, Rome et elle a son terminus place Pigalle. Donc c'est une ligne, comme je viens de le dire, très touristique. Elle roule de 6h30 le matin à 22h30 le soir. Ce n'est pas forcément la ligne qui rentre le plus tard. La fréquence, elle est de 7 minutes au creux, 7 minutes à la pointe, 9 minutes au creux et 7 minutes le soir. Et 20 minutes. Alors 20 minutes, ça peut arriver effectivement, plutôt le week-end. Et effectivement, la régularité, elle est souvent liée aux aléas de circulation, hein, parce que sur Paris, on a beaucoup de problématiques de circulation. En tout cas, je vous ai mis les principaux indicateurs qualité de la ligne, hein, et notamment l'indicateur régularité-ponctualité, qui est au-delà de 90%, ce qui est un très bon taux pour Paris, hein, parce que Paris est sujet à beaucoup d'aléas de circulation. L'information... Ah, t'as déjà... okay. L'information statique en situation normale au point d'arrêt, c'est toute l'information que vous devez trouver lorsque vous vous présentez au point d'arrêt, la fiche horaire, le plan de quartier, le plan de ligne. Donc là, on a des excellents résultats. L'information dynamique qui est la plus compliquée pour nous parce qu'on a énormément d'aléas de fonctionnement sur les bornes d'information voyageurs. Mais les actions qui ont été entreprises au niveau de l'entreprise nous ont permis de bien remonter les résultats, même si ce n'est pas parfait aujourd'hui, hein, je vous le concède. Et enfin, la qualité du contact voyageur qui a un très bon niveau sur cette ligne. La ligne, pour information de mémoire, elle fait quand même 21 km aller-retour, hein, ce qui est beaucoup sur Paris. Hein, c'est une ligne qui est assez longue. La ligne 42. Alors, la ligne 42,
Elle part de Boulogne-Île-Seguin, elle rejoint la porte de Saint-Cloud, l'hôpital Georges Pompidou, elle remonte la rue Saint-Charles, elle passe place Saint-Charles, donc le plus proche de Beaugrenelle. Et ensuite, elle rejoint le Champ de Mars, le pont de l'Alma, et elle traverse donc du coup la Seine pour rejoindre donc Champs-Élysées, Concorde, Madeleine, Saint-Lazare. C'est une ligne qui est très longue, qui est pas mal perturbée aussi, qui a une amplitude horaire plus longue que la 30, puisqu'elle commence à 6h30, elle finit à minuit et demi. Et on a des fréquences, par contre, qui sont moins élevées, donc 10 minutes le matin, 11 minutes au creux et 10 minutes le soir. Et on a des bons niveaux aussi de notation sur les indicateurs de qualité de service en lien directement avec la perception client. Ils sont mesurés par IDFM. Alors, la ligne 42, il y a ce projet qui donc, doit voir le jour premier trimestre 2026. Elle va être prolongée donc, au niveau de Boulogne. Elle va passer le pont de l'île Seguin. Elle va desservir l'île Seguin et ensuite faire une correspondance avec le tramway T2 à la station Brimborion. Donc, aujourd'hui, le délai annoncé, c'est le premier trimestre 2026. Et enfin, donc, la ligne 70. La ligne 70, elle part donc de l'hôtel de ville. Elle rejoint le pont de la Cité, Pont-Neuf, Saint-Germain-des-Prés, mairie du 15e. Mairie du 15e, c'est à Charles Michel, Beaugrenelle, maison de la radio. Elle remonte à la porte de Passy et elle fait son terminus à Suresnes de Gaulle. C'est la plus longue ligne, puisqu'elle fait 27 km aller-retour. Donc effectivement, une ligne qui est très longue sur Paris, forcément, il y a énormément de perturbations. En plus, elle est dans des secteurs où il y a beaucoup de travaux, donc des déviations régulièrement, avec des déviations d'itinéraire. Donc c'est une ligne qui est très perturbée. Les fréquences annoncées, c'est donc 9 minutes le matin, 9 au creux, 8 le soir. Et là aussi, on a des bons niveaux de satisfaction au niveau de la perception client. Alors attention, ce n'est pas forcément votre perception à vous, mais en tout cas, c'est mesuré par IDFM, et c'est issu de parcours voyageurs qui sont faits sur nos lignes. En tout cas, la régularité, ponctualité, le premier item, ça, c'est mesuré par des outils. Donc ça, c'est normalement fiable. On va prendre en photo le rotateur rien que sur la place de la mairie, et c'est entre 20 et 40 minutes, monsieur. Oui, alors pas tout le temps, rassurez-moi. Non. Quels que soient les horaires, parce qu'en étant élu, j'ai pas d'horaire. D'accord. On va le laisser finir et puis après Je pense que là... D'accord. Alors on va le laisser finir et après on prendra les questions. Donc ça va être terminé, parce que j'ai présenté... Je ne voulais pas forcément faire une présentation très longue, mais juste présenter les lignes et après prendre vos questions. Pour ce qui concerne les bus, parce que j'ai une question effectivement sur la climatisation. Alors, nos deux sites, que ce soit donc le site de Point-du-Jour ou le site de Croix-Nivert, ont terminé leur transition énergétique. Le site de Point-du-Jour aujourd'hui a 70% de sa flotte électrique. Voilà. En revanche, pour le site de Croix-Nivert, nous avons eu l'autorisation préfectorale le 18 juin, donc c'est assez récent, on est le 25. Donc vous verrez circuler les premiers bus électriques sur les lignes 70 et 30 à compter de cet été, en courant juillet, début août. Ces bus sont climatisés, aussi bien côté voyageurs et poste de conducteur. Allez, bon, on peut passer aux questions. Autour du conseil de quartier, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, monsieur Vicaire. Quand on a demandé d'inscrire les transports, c'est parce qu'on constatait, nous, sur le quartier, qu'il y avait quand même pas mal de perturbations sur les lignes de bus. Que le service, on peut avoir des attentes de 23 minutes. J'ai vu des attentes de 40 minutes. Je vois 2 bus qui se suivent et puis plus rien. Je vois, on nous annonce que tel bus va à l'hôtel de ville et puis en cours de route, on nous dit on s'arrêtera à Bussy. Et ainsi de suite. Donc, vous dites qu'il y a un indice de satisfaction, mais moi, je n'ai jamais été interrogé. Et à qui je dois m'adresser pour dire si je suis content ou pas content? Parce qu'il y a vraiment on a le sentiment qu'il y a une dégradation. On est très content d'avoir plein de bus, on est vraiment très gâtés. La ligne 30 qui est nouvelle, elle fonctionne assez bien. On a aussi des chauffeurs qui sont particulièrement aimables, etc., en général. Mais
il y a quand même ces 2 bus qui suivent, puis plus rien. Lorsqu'il y a eu l'arrêt du métro, on a attendu 43 minutes pour voir arriver un bus 70. On a vu passer un qui a dit « je vais au dépôt ». Donc il y a tous ces petits signes qui sont un peu gênants. Alors, il y a un point quand même. Alors, je ne sais pas, je réponds au fur et à mesure. Une deuxième, oui. Moi, ce que je ne comprends pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de coordination entre le métro et le bus. Par exemple, il n'y a pas d'handicapés. En revanche, ils peuvent monter dans les bus. Mais comme il n'y a pas de... Là, on attend beaucoup. Les bus sont quand même... Il n'y en a pas énormément, moi, je trouve. Hein. Ils sont... Et ce n'est pas la politique, je dirais, de la RATP de favoriser le bus. Alors, ce qui est important, c'est de dire que notre client, c'est IDFM. Et que IDFM, Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité définit l'offre de services qu'on doit réaliser sur nos lignes. C'est comme pour le métro, pour le coup. Alors, sur la régularité de nos lignes, sur la façon dont ils peuvent circuler, il y a un gros travail qui est fait par la RATP pour s'associer au cours d'une commission tripartite avec la ville de Paris, la préfecture, pour décongestionner tous les points noirs. Parce que je pense que ça ne vous a pas échappé depuis quelques années, notamment depuis Covid. En fait, les couloirs de bus ont laissé la place aux couloirs vélos. Et donc, bien souvent, nos bus ils se retrouvent dans la circulation plutôt que d'être dans leur couloir qu'ils connaissaient avant cette période-là. Et la vitesse, évidemment, la vitesse moyenne commerciale a largement diminué. Donc le travail qui est fait, le travail de lobbying qui est fait aujourd'hui entre IDFM, la ville de Paris et la préfecture, c'est de dire qu'il faut absolument redonner sa place au bus, parce que le bus, il est indispensable pour bon nombre de personnes. Comme l'indiquait mon collègue, le métro n'est pas accessible, la ligne 10 n'est pas accessible du tout, donc il est très peu accessible, et donc le bus doit rester le transport de proximité. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà, alors c'est pas forcément visible, je pense que des choses vont évoluer dans les mois, dans les quelques années qui arrivent, pour redonner sa place au bus. Mais effectivement, aujourd'hui, on se trouve dans plein de secteurs. Alors je pense notamment à la ligne 30, où la place de Clichy, c'est une catastrophe. Il y a eu des aménagements pour les voies de vélo, et en réalité, le bus passe plus, ça bloque de partout. Il faut savoir quand même que nos machinistes, là on fait un gros lobbying auprès de la préfecture, nos machinistes ils sont flashés dans les carrefours, mais à un moment donné il faut s'engager pour passer, ils sont flashés, verbalisés dans les carrefours, parce que certains carrefours sont équipés de caméras, donc il y a tout ce travail-là à faire pour que le bus retrouve une vitesse commerciale qui soit attractive pour le client. Alors, oui, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, vous avez un dépôt à côté de la mairie du 15e, vous avez vos machinistes. Oui, rue Charles Lecoq. Voilà. Alors là, c'est une catastrophe aussi, parce que quand ça change de chauffeur, on est obligé d'attendre. Hier, par exemple, 20 minutes. 20 minutes. Oui, mais Et beaucoup de conversations personnelles aussi. Hein. Pendant 5 minutes, on attend dans le bus, on ne comprend pas, et ils se parlent entre eux. Tu fais quoi ce soir ? Enfin... Oui, c'est ça. Ouais. Alors 20 minutes, il devait y avoir un problème par rapport à la relève, j'imagine. Le monsieur était en retard, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est souvent qu'on est obligé d'attendre. Madame l'élu doit le savoir aussi, puisque elle est bien placée. Et donc, voilà. Donc ça, il faut absolument y remédier. C'est quand même invraisemblable, quoi. Le changement de conducteur, au 42, au Champ de Mars. Là, c'est pareil. Un descend, l'autre est là ou pas là, et puis après il papote, et puis voilà. Alors il y a peut-être une question d'horaire, je ne sais pas, mais enfin ça ne va pas du tout ça. Et il y a une question de comportement agent, on est extrêmement vigilant, mais bon, on n'est pas toujours sur leur dos, et malheureusement on peut observer ce type de comportement. Il y a des endroits où ça se produit plus que d'autres. Pourquoi au Champ de Mars, c'est pas le seul endroit où j'imagine où il y a des changements de conducteurs. Comme Madame le dit, il y a le 70 aussi. Oui. Après, je n'ai pas forcément de retour pour les autres terminus où c'est le cas. Mais bon, forcément, quand il y a un changement de conducteur, il y a forcément un échange. On ne peut pas non plus leur dire tu montes, tu pars. Il faut qu'il y ait un échange, ne serait-ce que pour les consignes. Hein. Ce qui est vrai, c'est que la ligne 70, c'est assez compliqué sur l'attente. Pour, en tous les cas, le secteur du 15e arrondissement. Je ne peux pas parler sur tout le secteur, sur les 27 km.
Et il y a aussi de l'attente au moment des sorties d'école. Donc vous avez des familles qui attendent très longtemps le bus ou des grands-parents. Ça, je l'ai vu. Et donc c'est plus de 10 minutes, vous voyez. Et donc ça, c'est compliqué quand c'est exceptionnel, mais il y a eu des périodes où c'était assez fréquent. Donc encore une fois, c'est pas une critique, c'est une constatation, mais qui donc est un frein pour la vie de quartier quand même. Oui. Vraiment. Mais des constats. Je voudrais vous apporter quelques éléments de contexte par rapport aux problématiques des bus à Paris, qui est un vrai souci. Donc, comme vous le savez, là, ça a été dit, la vitesse moyenne des bus à Paris a considérablement baissé. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme vous le savez, la ville de Paris s'est engagée sur un combat sans doute légitime contre la voiture, à tout point de vue, entre fermer des rues, mettre des sens interdits, mettre des pistes vélo, ce qui est à encourager. Simplement, c'est quand vous faites la lutte contre la voiture, un combat un peu parfois désordonné, vous avez les dégâts collatéraux, ce sont les bus qui en souffrent. Parce que les bus sont victimes, par exemple, rue de Rivoli. Vous le savez, vous avez sans doute vu des photos où toutes les voitures et les bus sont empilés sur une seule file et vous avez les 3/4 de la rue de Rivoli qui sont libres. Donc ça, la ville de Paris a d'ailleurs, j'ai entendu, la ville de Paris a décidé d'ailleurs de revenir sur l'aménagement de la rue de Rivoli, mais bon, ça ne nous concerne pas. Mais il y a ce type de problème-là. Par exemple, il faut savoir, il y a moins d'1 an, nous avons voté au conseil d'arrondissement une convention entre Île-de-France Mobilité, la RATP et la ville de Paris pour que la ville de Paris arrête de faire des travaux de voirie sans prévenir la RATP. Par exemple, la RATP faisait la ville de Paris faisait des travaux sans demander l'avis de la RATP sur leur aménagement. Donc vous avez par exemple rue de Vaugirard, quand les bus tournent, systématiquement la roue arrière du bus monte sur un aménagement parce qu'il n'a pas été concerté. Je vous dis, ça fait moins d'1 an qu'on a voté une convention avec eux. Donc effectivement, vous rajoutez à ça, il suffit de circuler dans Paris, vous voyez l'immensité des travaux. Donc les travaux, effectivement, il y a eu des travaux récemment rue de Convention. Donc la ligne qui part de, je ne me souviens plus le numéro là, qui part de la combien ? 62. Le 62, qui était totalement embolisé parce qu'il ne pouvait plus circuler. Je vais vous donner un autre exemple. C'est caricatural. La ville de Paris supprime les répétiteurs de feux rouges en bas. Vous savez, quand vous avez un feu rouge, vous avez le gros en haut et vous en avez un petit en bas. La position de la ville de Paris, c'est, on va dire, on supprime les répétiteurs en bas pour obliger toujours les voitures à reculer par rapport au pas. C'est louable comme démarche. Le problème, c'est que les conducteurs de bus, quand ils arrivent, ils ne voient plus les feux rouges. Et donc, il y a une remontée de terrain de la part des chauffeurs de bus que eux, ça les gêne considérablement parce qu'ils ont du mal à savoir quand le feu il est rouge ou quand le feu est vert. Et donc, ils se retrouvent avec des conflits d'usage entre les voitures qui arrivent, les vélos, les 2 roues. Et donc, ça pose des problèmes. Et là, en même temps, c'est même dangereux pour tous les usagers, d'ailleurs, de la voie. Et l'autre phénomène, c'est qu'on rentre dans un espèce de cercle vicieux et que la RATP, avec la ville de Paris et Île-de-France Mobilité, essaye de casser pour remettre sa première place, enfin, remettre à sa juste opposition le bus. C'est quand vous avez une ligne qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous ne prenez plus cette ligne. Parce que vous dites, elle n'est pas fiable, je vais attendre 20 minutes, je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver, etc. Le problème, c'est que les chiffres de fréquentation remontent à Île-de-France Mobilité. Et Île-de-France Mobilité dit, mais écoutez, vous aviez 100 000 passagers l'année dernière, vous n'en avez plus que 50 000. Donc, vous avez besoin de moins de bus. Et donc, on retire des bus. Et c'est espèce de. Donc il faut arrêter, il faut casser ce cercle vicieux. Et je vais en rajouter encore une, j'allais dire une petite couche. Le deuxième point, c'est le problématique de la fraude. Alors c'est une fraude que peut-être que certains d'entre vous ont fait sans le savoir. Quand vous montez dans le bus et que vous ne validez pas votre ticket, vous n'avez pas fraudé à vos yeux, puisque vous avez acheté votre passe Navigo, etc. Enfin, vous avez le passe Navigo, vous le payez, il n'y a pas de normal. Mais simplement, effectivement, vous arrivez dans un bus qui est surchargé, vous montez dedans, vous ne pouvez pas accéder, vous ne le faites pas. Simplement, c'est que pour la RATP et pour Île-de-France Mobilité, dans leurs statistiques, ça fait un usager de moins. Et donc, vous avez jusqu'à 20% sur certaines lignes de volume de passagers en moins parce qu'ils simplement ils ne valident pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas payé, c'est qu'ils ne valident pas. Et donc,
Donc les gens désertent les bus parce qu'il y a une irrégularité. Vous rajoutez ceux qui fraudent sans le savoir, hein, c'est vraiment sans mauvaise foi, etc. Ils le fraudent sans le savoir. Résultat, les chiffres du volume baissent. Et résultat des courses, Île-de-France Mobilité s'est dit, écoutez, vous aviez 30 bus, l'année prochaine, vous n'en aurez plus que 25. Et puis on rentre dans un espèce de cercle vicieux. Alors heureusement, a priori, la Ville de Paris, Île-de-France Mobilité, la RATP se sont rendus compte de ces biais un peu, et ils sont en train justement de remettre ça un peu au carré pour éviter de casser ce cercle vicieux. Et la Ville de Paris a ses responsabilités concernant effectivement la problématique des travaux, la problématique de non-priorisation par rapport au bus, et je vous dis, hein, c'est un dégât collatéral le bus. Hein. Et sachant effectivement, pour revenir tout à l'heure à l'accessibilité du métro, je crois que 100% des bus sont accessibles au PMR. Donc c'est le moyen de transport prioritaire pour les personnes en situation de handicap. Et malheureusement, il est maltraité depuis des années, en grande partie par la Ville de Paris. Voilà, merci. Oui, pour garder un temps suffisant pour le deuxième sujet à l'ordre du jour, je vous propose qu'on prenne une série de questions dans le public, toujours sur les bus, si vous le souhaitez. Oui, je voudrais simplement poser des questions d'ordre un peu pratique. D'abord, les slides, est-ce qu'on pourra les voir sur le site de la mairie? Est-ce qu'elles seront accessibles? Oui. D'accord, merci. Deuxième question, est-ce que vous êtes en charge, c'est vous qui vous occupez? Vous savez, dans les métros, il y a le règlement du savoir voyager. Est-ce que c'est vous qui vous occupez du règlement? Et est-ce que ce serait possible de rajouter l'icône des sacs à dos? À un moment donné, on l'avait vu, puis maintenant, on ne la voit plus. Donc, quand on arrive à la période des vacances, souvent, les gens montent avec des sacs à dos sur le dos et n'ont absolument pas l'idée de le mettre au pied. Donc, c'est un petit truc idiot, mais c'est le juge de paix parce qu'on leur montre. C'est comme les strapontins qu'on doit relever. Quand on leur montre, les touristes, ils comprennent tout de suite le petit dessin. L'autre chose, c'était, vous avez parlé des travaux sur et l'embellissement de la ligne, c'est formidable, mais vous savez bien qu'on préférait les prolongations et surtout l'accessibilité. Donc on sait bien l'accessibilité, c'est un problème énorme pour les fauteuils roulants, ça veut dire les ascenseurs. Mais avant, il y a des escalateurs, parce que pour les personnes âgées, elles prennent le métro, les personnes âgées. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des escalateurs. Donc là, vous êtes en train de faire des travaux sur la ligne 10. Donc, est-ce que vous pourriez regarder de près si vraiment il n'y a pas moyen de faire des escalateurs Voilà, parce que prendre les transports en commun au quotidien, c'est bien gentil, mais encore faudrait-il pouvoir le faire. Et pendant que j'y suis, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'est pas question de faire sur la ligne 10 du pilote automatique. Qu'est-ce que vous entendez par pilote automatique? Est-ce que vous voulez dire une ligne automatisée, comme la 14 ou la 1, ou c'est encore un autre système? Et la dernière question était sur les bus, et après j'ai fini. Pas de souci. Là, vous disiez pour les PMR, évidemment, c'est le transport idéal pour les fauteuils roulants. Mais pourquoi il n'y a pas de valideur de Navigo, ou pour les poussettes, pourquoi il n'y a pas de valideur juste à l'entrée où vous mettez la rampe d'accès? Parce que c'est très compliqué. Quand vous êtes une maman avec une poussette, vous êtes obligé de donner votre Navigo à tout le bus qui doit le valider en début. Donc, pourquoi il n'y a pas de valideur alors que ça existe en région? D'autre part, quand vous entrez par la porte près du conducteur, il y a une toute petite entrée. En région aussi, il n'y a pas cette espèce de barre au milieu. Vous pouvez rentrer avec des paquets ou si vous êtes encombré. Alors, pourquoi à Paris, on ne sait pas faire? Pourquoi en région, ils savent faire des grandes entrées? Et pourquoi ils savent mettre des valideurs aussi par la porte d'entrée? Et pourquoi on ne peut pas rentrer par la porte du milieu? Alors que sur les bus articulés, on peut rentrer par la porte du milieu. Voilà, alors merci beaucoup. Encore 2 questions et après on passera au sujet suivant. Hello, de mon côté, 20 secondes, rapide. Certaines voies me semblent pas très adaptées pour le bus. Par exemple, rue Amerio, il est trop serré pour 2 bus. Et je suis juste à côté avec un Vélib et le bus est en train de toucher le Vélib, juste devant le Monoprix. Donc, trop serré pour 2 bus qui passent en même temps. Le même effet que le bus qui essaie de tourner rue Linois vers le quai Grenelle. C'est juste devant le cinéma. Il tourne à gauche et toutes les 10 minutes, ça crée un bouchon. Et tout le temps le bouchon. Je veux 2 accidents quand le bus tape le camion, le bus tape les autres. Et pourquoi on ne peut pas modifier cette route? Voilà. Merci. Une dernière question, Madame. Oui.
Oui, c'est un peu sur ce qu'a dit monsieur. Effectivement, le trajet du bus 30 dans la rue Linois est quand même très étonnant. Pourquoi ça passe dans la rue Linois, dans la rue Emerio, devant la bibliothèque André Chédid, et puis ça revient sur les quais. C'est très compliqué pour les chauffeurs de bus, pour les usagers, je dis bien les usagers, pas les clients. C'est en fait un détour qui ne nous semble pas avoir un grand intérêt. Voilà, l'autre question, c'est les plateformes. Il y a 2 arrêts de bus dans la rue Linois, une pour le 30, l'autre pour le 70. Lorsqu'il a été fait là, les aménagements des pistes cyclables, donc ça multiplie autant les difficultés de circulation et compagnie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y ait eu ces 2 quais? Merci. Vous voulez répondre? Et après, on passera au sujet suivant. Alors, je vais répondre par rapport à l'accès par la porte avant pour les poussettes, les personnes à mobilité réduite. Alors, la porte avant, effectivement, il y a un dispositif entre les 2 portes, mais qui permet d'assurer la sécurité du conducteur, notamment en nuit, qui doivent pouvoir ouvrir leur portillon, le bloquer et vitre ouverte pour des questions de sécurité. Donc on ne peut pas supprimer cette barre pour permettre l'accès des poussettes. Sur le valideur à l'arrière, il y a une expérience qui a eu lieu sur quelques lignes, pas dans le secteur, pour mettre un 2e valideur au niveau des portes arrière. Alors, encore une fois, ce sont des expériences qui sont à l'initiative d'IDFM. Nous, on est des tractionnaires, en fait, clairement. IDFM, c'est lui qui organise le transport. Donc, j'insiste là-dessus. Alors, d'après les remontées qu'on a eues par rapport à cette expérimentation qui a eu lieu sur 2 lignes sur Saint-Ouen, en fait, ils n'ont pas remarqué qu'il y avait beaucoup plus de validation. Il faut savoir qu'en termes de coût, si on vous souhaitait équiper tous nos bus d'un valideur supplémentaire, c'est un coût quand même qui est relativement prohibitif, sachant qu'ils sont plus ou moins condamnés dans le temps, puisqu'on va changer tout le système de validation à bord de nos bus. Donc je crois qu'on va essayer plutôt de travailler sur la carte bleue pour valider. Je pense que c'est plus une demande aujourd'hui de permettre aux voyageurs, aux clients, aux usagers, on les appelle comme on le souhaite, de pouvoir valider et payer leur trajet avec leur carte bleue. Ça, c'est quand même une grande attente aujourd'hui. Après, sur l'itinéraire de la ligne 30, alors là, encore une fois, c'est une ligne qui a beaucoup évolué avec la restructuration du réseau Bus Paris en avril 2019. Et cette restructuration, elle est à l'initiative d'IDFM et clairement, les itinéraires, on ne les a pas choisis. On ne s'est pas dit que ça serait bien que le 30 passe par la rue Linois, qui remonte ensuite... Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Oui, parce qu'en plus, effectivement, il n'y a pas personne dans le bus, je précise. On a dévié cet itinéraire pendant quelques mois à cause de travaux. Les clients n'étaient pas contents. Donc je pense que c'est utile pour certaines personnes, effectivement. Et enfin sur les quais, je sais pas, je suis pas décideur, je suis pas je m'excuse de botter en touche, mais pour le coup, je suis pas gestionnaire de voirie, je ne décide pas des infrastructures qui sont faites en voirie et je ne peux pas expliquer pourquoi il y a 2 quais. Je ne sais pas. Je vais faire le lien avec le métro concernant le plan de mécanisation, donc la création d'escaliers mécaniques. Donc, Île-de-France Mobilité nous indique, nous adresse, en fin de compte, un volume d'investissement. Ce volume d'investissement permet en effet, d'une part, tout ce qui est la maintenance, on en a parlé, permet un certain nombre également de modernisation, on parle de trains, et permet aussi un certain nombre de mécanisation. Donc, chaque année, nous proposons, et dans le cadre donc, auprès d'Île-de-France Mobilité qui valide, nous proposons un certain nombre de mécanisations. Donc, je n'ai pas le chiffre, mais en général, ça va de 4 à 6 projets de mécanisation. Ça peut paraître peu au regard de la demande. Par contre, là, je me retourne vers les élus parce que lorsque nous venons les voir en amont, avant de venir ici vous présenter les travaux, faire des travaux de mécanisation, ce sont des travaux de génie civil qui sont conséquents.
Généralement, c'est entre 18 mois à 24 mois. Ça nécessite des travaux très conséquents et volumineux. Donc en fait, il y a des choix qui sont réalisés en mécanisation. Déjà, ils vont regarder en effet au niveau des escaliers, en fin de compte, la profondeur, et ils vont regarder le flux. Voilà. Donc en fait, chaque année, il y a 4 à 6 à peu près escaliers mécaniques qui se font. Oui, pour compléter ce que dit Madame Pouget, pour vous donner un exemple, parce qu'on en a discuté entre nous, vous savez qu'en ce moment, vous le savez peut-être, le terminus du T2 est à Porte de Versailles entièrement d'être fait. C'est-à-dire qu'ils changent, ils l'ont rasé, ils en refont à nouveau pour justement améliorer la fréquence des tramways pour passer là. Refaire l'intégralité de ce terminus, c'est 1 an de travaux. Seulement, j'allais dire, c'est un terminus entier. Donc ils refont les voies, ils refont tout, ils refont tout. Il y avait un quai central, il y aura 2 quais, un quai d'arrivée, un quai de départ. Enfin, c'est un travail considérable. Ça nécessite 1 an. À une station pas très loin de là, une station de métro ordinaire, un escalator, pas un gros escalator, peut-être 10 mètres en longueur, c'est 2 ans de travaux. 2 ans de travaux avec des impacts sur évidemment tous les équipements intérieurs des autres opérateurs, c'est-à-dire Enedis, c'est-à-dire les Orange, les Free, c'est les égouts, c'est la problématique de effectivement aussi le chauffage urbain, et ça effectivement extérieurement, quand on en discute en disant attendez, vous refaites un terminus entier en 1 an, il vous faut 2 ans pour faire un escalator. Effectivement, et ça a des impacts considérables sur la voirie, parce qu'il faut percer, c'est du génie civil, c'est extrêmement, c'est des travaux extrêmement. Je me rappelle dans mon ancien quartier, ça a mis presque 3 ans pour mettre des escaliers de secours. Donc des escaliers, c'est une ligne de métro où si vous connaissez peut-être, le haut c'est vers Pyrénées, Place des Fêtes, c'est des stations les plus profondes de Paris, elles sont extrêmement profondes. Voilà, toutes ces lignes-là. Et il n'y avait qu'un escalator. La loi oblige de mettre un escalier personne n'utilise l'escalier, jamais personne. Ça a mis presque 3 ans de travaux pour faire un escalier qui ne sert à personne. Mais la loi nous oblige. Donc effectivement, la mécanisation, c'est des travaux. Extérieurement, à la sortie, on voit, ils ont mis un escalator. Mais c'est des travaux qui sont absolument considérables et qui ont un impact sur la vie de la station et sur l'environnement, sur les riverains, sur la circulation, et également, pour le coup, sur la circulation des bus, parce qu'effectivement, ça impacte mécaniquement, mécaniquement les bus. Donc oui, et effectivement, il faut bien choisir, parce qu'ils ne peuvent pas en faire 50 par an. Donc les 3, 4, 5, 6 projets qui sont faits par an sont effectivement choisis en fonction du trafic, du volume, des demandes des usagers ou des clients. Voilà. Avec Madame Boyer, on va vous proposer maintenant peut-être, ça n'empêche pas éventuellement certains d'entre vous de poser des questions si les représentants de la RATP sont là à la fin de cette réunion, mais on va passer au deuxième sujet qui est à l'ordre du jour, que j'ai évoqué tout à l'heure, en remerciant vraiment vivement. Oui, d'accord. On pourra prendre les questions pour vous dans ce cas-là. Mais en tout cas, les slides seront bien disponibles sur le site de la mairie du 15e avec la vidéo de cette réunion, puisque les conseils de quartier sont enregistrés, comme vous le savez. Et donc, en vous remerciant tous, merci beaucoup de votre présence. On va pouvoir passer la parole à M. Briffard et M. De Gabrielli pour la présentation du sujet sur le cordon bleu. Bonsoir à tous. Voilà, je ne sais pas si vous avez nos visuels. Oui, très bien, parfait, merci. Voilà, je me présente, je suis le chef d'établissement de l'Institut Le Cordon Bleu, un institut d'enseignement supérieur qui est situé au 13 et 15 quai Citroën et qui, en fin de compte, est à la naissance de la rue de l'Ingénieur Keller. Voilà. Et donc, notre institut est maintenant basé là-bas depuis 9 ans. C'était l'ancien bâtiment de l'Organisation internationale de la francophonie auparavant. Et ici même, M. De Gabrielli qui m'accompagne, notre architecte, est à l'origine de ce magnifique bâtiment qui aujourd'hui nous permet de recevoir à l'année environ 700 étudiants en enseignement supérieur, des arts culinaires et de l'hôtellerie. Voilà. Donc, c'est simplement, on souhaite
réaliser une extension, puisque ce bâtiment le permet. On a eu l'autorisation de Paris Seine, qui nous permet simplement de faire une terrasse qui va longer en L le côté face sur la Seine. Donc on est presque à la hauteur de la Statue de la Liberté. Et puis après, le L se termine sur l'autre côté du bâtiment qui donne sur les jardins. Voilà. Voilà, ben merci déjà pour la vision. Donc là, effectivement, on peut voir sur le bâtiment. Oui, je préfère l'autre image d'après. Merci. Donc, vous voyez, donc ça c'est le côté sur le quai Citroën où on passe. Et là, il y a un édicule de couleur orange, assez puissant d'ailleurs. On a un escalier. Après, on accède donc à notre espace, le Cordon Bleu. Donc, vous voyez, c'est un petit bâtiment qui est en ligne avec l'architecture à l'origine. Et vous voyez au-dessus en vert, on dispose également, et c'est très agréable, d'un potager de 800 mètres carrés. Alors, ce n'est pas de la permaculture, mais on n'en est pas loin parce qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais. On a des ruches et je réalise avec les épluchures de tout ce qu'on compose, on fait notre compost. Donc, effectivement, ça rentre également dans l'enseignement parce qu'aujourd'hui, c'est important pour nos étudiants de ne pas que transformer la matière, mais d'avoir vraiment les codes de respect aussi du produit et puis du gaspillage qui est important. Voilà, donc finalement, on voit un petit peu le projet, on voit une naissance, voilà, là c'est très bien. On voit, finalement, on va prendre, notre architecte va expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais vous voyez, on voit vraiment le L, donc simplement c'est une extension qui représente, je crois, 4,50 mètres ou 5 mètres peut-être de large, donc, vous voyez, et qui n'obstrue absolument pas du tout le passage, sinon ça n'aurait pas été autorisé, et qui revient en L avec un auvent, et qui derrière, bien sûr, c'est l'espace de notre institut. Voilà. Donc l'objectif, c'est déjà d'offrir un petit peu plus d'espace à nos étudiants pour travailler, pour leurs études. Et également, au déjeuner, on est ouvert, et c'est ouvert également au public avec, je ne sais pas si d'entre vous sommes déjà venus, mais on a un espace avec un café, et un café qui est ouvert au public, et avec une réalisation des préparations par nos étudiants, encadrés bien sûr par nos chefs enseignants. Donc je vous invite d'ailleurs à venir voir, vous verrez, c'est plutôt sympathique. Et d'autant plus qu'on a eu la chance que ce quartier commence un petit peu à être un peu plus fréquentable que quand je suis arrivé, où il y avait des tags un peu partout, il y avait juste une butte de terre, et c'était quand même, c'était pas très simple pour la fréquentation. Et finalement, le fait qu'on ait beaucoup d'étudiants qui viennent, et il y a une vie régulière, et grâce aussi à la municipalité et aussi donc à la municipalité et la police nationale, ça a permis quand même d'assainir cet endroit au regard de certains événements qu'il y a pu y avoir qui étaient un peu malheureusement qui ont créé des soucis. Donc cette extension, on la souhaite pour vraiment donner encore une autre dynamique. On créera d'ailleurs une offre un petit peu plus élargie, et voilà, mais c'est vraiment en toute modestie, hein. C'est un café, mais bon, modestie, les croissants sont superbes, on a un pain vraiment de haute qualité, parce que bon, on est un enseignement. Il faut savoir que le Cordon Bleu, je vous fais juste le petit pour ceux qui ne connaisseraient pas, le Cordon Bleu, c'est un établissement qui a 130 ans. C'est sûrement une des toutes premières écoles de cuisine en France, voire dans le monde, créée par une femme, Marthe Distel. Et finalement, ça a été repris maintenant il y a 40 ans par M. André Cointreau, de la famille de la liqueur Cointreau. Donc c'est une famille, c'est français. Aujourd'hui, il y a quand même 35 instituts à travers le monde. On a 20 000 étudiants diplômés par an dans le monde. Et donc, c'est une belle visibilité française de la gastronomie et de ce que ça peut comporter. Et dans cet établissement, on reçoit régulièrement des hautes autorités du monde entier. Pour ça qu'on va mettre un petit coup de ménage dans l'escalier. On va prendre à nos frais
repeindre cet escalier l'édicule, parce que je reçois régulièrement des ministres, des ambassadeurs du monde entier, de haut niveau, hein, parce qu'on a 7 représentations internationales, et finalement, c'est pour anoblir un peu davantage ce lieu. Voilà. Je vais laisser la parole un peu. Voilà, mais je pense que le chef Briffard a déjà tout dit. Bon, c'est un projet, c'est un aménagement donc, qui va permettre d'accueillir, d'augmenter le nombre de places de restauration. Jusqu'à présent, il y avait des tables et des chaises qui étaient à l'extérieur, mais bon, on connaît la dalle Beaugrenelle et on connaît les courants d'air de cette dalle. Et là, le but, c'est de faire comme une terrasse fermée de bistrot, vitrée, pour avoir été un peu plus abrité, pouvoir servir un peu plus de monde et avoir un peu plus d'espace pour les étudiants pendant la journée ou pendant les intercours, qui puissent s'installer sur des tables et continuer à travailler ou réviser des choses, et puis aussi se restaurer, ainsi que tous les riverains autour. Voilà. Il devrait y avoir un peu plus d'une centaine de places assises, donc qui va permettre d'étoffer l'offre actuelle. Il doit y avoir à peu près une trentaine de places aujourd'hui, avec tous les jours un peu de queue, mais et un peu d'attente pour pouvoir se restaurer. Voilà, si vous avez des questions, 130 mètres carrés. Par rapport aux 4000 mètres carrés de l'établissement. Peut-être avant qu'on prenne les questions, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, monsieur, préciser le calendrier de réalisation de cette terrasse fermée? Pour l'instant, le projet n'est pas encore déposé. Le permis de construire, la demande de permis de construire n'est pas encore déposée. Ça devrait se faire là prochainement. Il y a des affinages à faire en liaison avec l'établissement pour savoir s'il y a des modifications ou non sur les espaces de cuisson et voir d'améliorer, peut-être d'affiner l'offre. Et dès que ça sera finalisé, vous voyez, les documents, les visuels sont prêts, on pourra déposer chose, sachant que c'est un établissement recevant du public, donc il y a des contraintes de sécurité incendie, et il faut, avant de le déposer, il faut que tout ça soit parfaitement maîtrisé. L'objectif, ça serait donc courant du dernier trimestre 2025, je pense. Et donc après ça, l'instruction et les travaux qui seront fin 2026 ou début 2027. Voilà. Merci. Alors, oui. Alors, c'est parti pour les questions. Est-ce que je peux avoir un micro pour madame? Alors, attendez, madame, on va vous passer le micro. Bonjour. Merci. L'environnement, derrière le cordon bleu, là, c'est pas terrible. Hein. Il y a des rats, des trous dans le sol. C'est vrai, vous n'êtes pas gâtés avec le voisinage qu'il y a derrière le bâtiment. Quoi. Au niveau de la dalle ou derrière, derrière la partie... La rue de l'ingénieur Keller. Au pied de l'autre tour et de la rue de l'ingénieur Keller. Là-dessus, je peux répondre. Vers la rampe et tout ça, c'est affreux. Oui. Je peux répondre parce que c'est un projet qui a été effectivement présenté à certains conseils de quartier, mais vous savez que la dalle Keller doit être entièrement refaite, cette partie appartenant à la Poste. Donc ce sont des travaux qui sont déjà prévus, avec des problématiques qui sont en train d'être résolues, mais aujourd'hui le pavillon, vous le savez, le pavillon Keller, les travaux sont terminés. Donc l'étape d'après, c'est la végétalisation de cette dalle par la Poste, avec un début du chantier en principe en fin d'année. Ouais. Oui, mais c'est pas la dalle. Là, je parle pas de la dalle. C'est sous la dalle, la rampe là, et derrière, la rampe de la rue de l'ingénieur Keller. Voilà, et puis voilà tout le côté, l'arrière de. La rampe de la rue de l'ingénieur Keller. Des réflexions ont été faites pour la supprimer. C'est très sale partout. Je sais, elle est très peu utilisée d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris qui a exigé qu'elle soit maintenue pour la défense incendie de cette partie de la dalle Beaugrenelle. Mais c'est vrai qu'elle pose problème esthétiquement dans son entretien. Elle occupe beaucoup d'espace aussi en dessous de la tour Keller. Elle sera maintenue en tout cas. J'espère qu'un jour il va y avoir des solutions. Question suivante. Oui, monsieur, bonsoir. Donc, à nouveau, Madame Delaney pour le comité de défense Beaugrenelle. Alors, la première question, c'est que j'ai souvenir d'avoir entendu monsieur Goujon, j'espère que je ne me trompe pas, annoncer qu'il y avait des discussions en cours pour offrir une possibilité de restauration dans cet espace
à tous les étudiants, donc les étudiants y compris des autres établissements, pour permettre une offre de restauration de qualité et cette fois-ci à un prix abordable pour des étudiants. Sachant qu'aujourd'hui, un repas au Crous, pour les étudiants boursiers, c'est 1 € et les non-boursiers, c'est quand même 3,30 €. Donc on est vraiment dans des tarifications dans un univers totalement différent. Alors je ne sais pas, est-ce que vous confirmez effectivement qu'il y a ce genre de discussion? Alors à ce jour, oui. Et je voudrais vous apporter quelques points de vigilance sur lesquels le comité de défense est extrêmement impliqué et sera extrêmement vigilant. Premièrement, la réalisation des travaux. Donc aujourd'hui, c'est dans un quartier où il y a un entassement de travaux les uns sur les autres qui génèrent des nuisances insupportables. Absolument insupportable pour les riverains. C'est le bruit et c'est aussi les problèmes de logistique de toutes ces camionnettes. On est à nouveau en bagarre pour faire partir toutes ces camionnettes qui se stationnent n'importe comment. Ça, c'est un premier point qui est vraiment problématique. Donc les calendriers et les zones de livraison de tout ce dont vous aurez besoin. La deuxième chose, c'est une fois que cette terrasse sera mise en œuvre, le deuxième point sur lequel nous travaillons, c'est les problèmes de nuisances sonores. Les établissements qui s'installent dans le quartier, donc je vais citer Quai Liberté particulièrement, mais aussi Podium de rue Linois, sont des établissements sur lesquels nous sommes vraiment en action pour limiter les nuisances sonores. Donc ma question, c'est quelle serait l'utilisation et l'ouverture de ces espaces de restauration? Très bien. Alors, c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de travaux dans cette rue. Moi, j'y passe tous les matins. C'est vrai que c'est assez périlleux pour faire l'un bout à l'autre de la rue. Je parle de l'ingénieur Keller. Mais bon, il y a plein de travaux qui ont été définis. Mais bon, ça va dans le bon sens quand même, parce que ça permettra quand même de rénover l'ensemble. Le côté poste, on ne peut pas dire que Orange, c'était quand même dans un état plus que lamentable. Comme vous le dites, effectivement, il y a des rats parce que le bâtiment, je l'ai visité et franchement, heureusement qu'il y a un repreneur et qu'on va pouvoir rendre quelque chose de plus salubre pour l'ensemble du quartier. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un passage difficile, mais franchement, même le côté arrière... je salue quand même parce que quand je suis arrivé, c'était que de la terre battue avec des tags tout le long d'un grand mur. Et aujourd'hui, quand même, il n'y a plus de tags et ça s'est terminé. Et en plus, maintenant, quand même, tout est vert, végétalisé. Donc oui, je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais ça s'est quand même amélioré. Alors, pour répondre précisément à votre question, nous, déjà, on est un établissement privé. On n'a aucune allocation, subvention de quoi que ce soit. Nos étudiants, le café qu'on a est déjà avant tout pour nos étudiants. C'est déjà un service qu'on rend à nos étudiants. Mais c'est vrai que depuis l'ouverture, tout de suite, on a eu une belle fréquentation des autres écoles, l'école du luxe, l'école qui sont sur le même niveau. Et chaque déjeuner, on a environ au moins 100, 120 personnes extérieures. Et également des bureaux qui sont tout autour. Voilà. On a un ticket moyen, quand je prends moi la moyenne du ticket moyen de caisse, on est à 6,50 €. Donc vous voyez, c'est quand même pas la folie. Après, bon, ça dépend bien sûr de ce que prennent les gens, mais ça reste un café. Hein. Ça n'a pas du tout l'ambition d'être un restaurant. Mais malgré tout, tous les produits qu'on utilise, ce ne sont que des produits de qualité, c'est que des produits frais, c'est que des produits transformés que pour la journée. Donc il n'y a même pas, on garde 2-3 jours comme certaines maisons, c'est vraiment dans la journée et c'est vraiment quelque chose déjà de très frais. Au-delà de ça, effectivement, c'est ouvert quand même au public, hein, donc la fréquence, elle est que nos étudiants vont déjeuner dès 11h. Parce qu'ils commencent à 7h30 le matin. Et dès 11h, ils se retrouvent à déjeuner. Et à 11h45, ils sont déjà repris. Donc finalement, de 11h45 et
tout l'espace d'après, c'est vraiment ouvert au public. Donc vous voyez, il n'y a même pas l'attente par rapport à nos étudiants. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport... Peut-être, monsieur, sur les heures d'ouverture, vous avez commencé à en parler. C'est important. Oui, alors c'est vrai qu'on va donner une extension. Dans cette extension, c'est pour avoir une offre un petit peu plus élargie, parce qu'on se rend compte que finalement l'après-midi, même pour nos étudiants, on pourrait aller un peu plus loin. L'été, on va faire des glaces, bien sûr maison, minute, parce qu'on est dans l'excellence, hein, c'est un établissement d'excellence. J'ai passé très vite ce qu'était le Cordon Bleu, mais je peux vous assurer qu'on est vraiment dans le haut du panier. Faut savoir que le Cordon Bleu a une story, une saga incroyable. C'est comme le Cordon Bleu qui a réalisé le repas du couronnement de la reine d'Angleterre, qu'à chaque jubilé, on ramenait les pièces montées à Buckingham Palace, que Audrey Hepburn a joué le rôle d'une étudiante Cordon Bleu, que Meryl Streep a joué le rôle de Julia Child, qui était une femme aux États-Unis qui a fait connaître le Cordon Bleu. Donc c'est vraiment il y a un fondement d'histoire, et depuis, ça a permis d'avoir une vraie reconnaissance internationale. Donc on a un engagement déjà de représenter fièrement cet établissement. Je suis chef d'établissement, mais je suis surtout directeur des arts culinaires. J'ai avec moi 26 chefs, hommes et femmes, qui sortent des plus belles maisons de France. Moi-même, je suis avant tout cuisinier. Je suis meilleur ouvrier de France. J'ai été le chef de l'hôtel Plaza Athénée à Paris. J'ai été le chef de l'hôtel Georges V à Paris. J'ai été chef à Tokyo. J'ai été l'adjoint de Joël Robuchon. Donc voilà, donc vous voyez, même avec un parcours comme ça, je me suis venu à l'enseignement parce que je suis dans le compagnonnage et la transmission pour moi, ça avait du sens. Donc on a le sens de la qualité, ça je peux vous l'assurer. Et pour les nuisances, point important, les nuisances, vous savez, on va rester à 19h30, 20h, notre établissement est fermé déjà. Donc de toute façon, il n'y aura pas de musique le soir, il n'y a pas de Numba, il n'y a rien du tout. Nous, avant tout, c'est quand même un lieu d'étude. Les jeunes qui viennent là, vous savez, notre clientèle étudiant ont une moyenne d'âge de 27 ans. Donc c'est des gens matures, ça ne joue pas. Hein. Je fais vraiment de l'enseignement, je n'éduque pas les gens, je leur enseigne. Et je peux vous assurer que pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir voir, vous verrez que tout fonctionne, il n'y a pas de bruit dans l'Institut parce qu'on a des hommes et des femmes respectueux, on a 60 nationalités différentes et tout se passe très bien. Voilà. Et donc pour les horaires, ça je peux vous garantir qu'il n'y aura pas spécialement de bruit par rapport à ça. Simplement qu'il va y avoir effectivement dans ce L-là, l'été, on aura peut-être des parties qui vont quand même s'ouvrir pour profiter un peu et aérer cet espace, mais à part ça, c'est pas quelque chose de vraiment de dérangeant, quoi. Et effectivement, de toute façon, sur le côté travaux... Alors oui, ça je vais prendre le relais sur les travaux, si vous permettez. Alors c'est une construction métallique. Donc elle sera préfabriquée en atelier avant d'être livrée, et ça sera juste un assemblage, un mécano qui sera fait sur place. Donc temps de travaux très réduits. Il n'y a pas de béton, il n'y a pas de camion, enfin il y aura des livraisons bien sûr, mais c'est l'ensemble des matériaux et des vitrages qui seront livrés et assemblés sur place. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Pouvez-vous me confirmer que votre établissement, avant d'être basé sur le bord de Seine, vous étiez dans le 15e, sur l'arrière du 15e, derrière la rue de Vaugirard? Rue des Lhoms, tout à fait. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci, madame. Oui, bonsoir monsieur. Il y a 2 ou 3 ans, vous avez eu l'honneur et l'avantage de venir sur le parvis de la mairie nous organiser de très bonnes petites choses lors du Forum du Goût. Pensez-vous renouveler cette opération? Tout à fait. On essaye de jouer. Vous savez, on a des bonnes relations avec les mairies du 15e. Ils suivent nos dossiers. On a quand même été 2 fois présenté
ce projet au maire du 15e, qui est très attentif, attention. Et voilà. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait une dame qui m'a dit vous veniez là, côté laïque, vous aviez fait des choses, une présentation, c'était super avec vos étudiants. Oui, c'est bien sûr. D'ailleurs, ça fait des animations même pour nos étudiants, c'est toujours intéressant. Vous savez aussi que chaque année, on participe à la fête du kimchi, qui prend une importance importante, où là, il y a vraiment du kimchi un peu partout. Bon, il faut aimer le kimchi, mais voilà. Mais c'est très bon pour la santé. Et d'ailleurs, on vient de réaliser la semaine dernière le concours du kimchi dans notre institut. Donc. Et l'institut aussi, on a aujourd'hui, les plus grands chefs de France viennent régulièrement parce qu'on organise aujourd'hui une grande part des plus grands concours culinaires de pâtisserie en France dans notre institut. Donc voilà également. Alors, est-ce qu'on peut espérer vous voir au mois d'octobre cette année, début octobre? Ça serait début octobre. Il faut m'envoyer une invitation déjà, au moins que je puisse. Mais si je peux, j'y répondrai, tout à fait. D'ailleurs, on fête cette année nos 130 ans. Ah, sympa. Oui, allez, je vous rends. Et on a ouvert juste il y a maintenant 1 an et demi, encore avec M. de Gabrielli, juste un espace là qui est un petit espace de 350 mètres carrés à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, dans les Monuments nationaux de France. Alors, j'ai eu un peu cette dérogation par le président des Monuments nationaux de France, M. Philippe Bélaval, et qui a trouvé mon idée un peu congrue au début. Il y avait juste un espace pop-up de 90 mètres carrés qui aurait dû être partagé. Puis à un moment, je lui ai dit moi, je me verrais bien là. Et puis finalement, on a pu avoir un projet avec les appartements de Madame de Ville-d'Avray, classés Monuments nationaux de France. J'ai eu quelques problèmes avec l'architecte des Monuments nationaux, mais finalement, le projet est passé. Et aujourd'hui, ça nous permet, d'ailleurs comme au quai André-Centralen, d'avoir des ateliers culinaires, de pâtisserie, de boulangerie, ouverts également au public et aux enfants. Parce que j'ai oublié de le dire, mais notre institut est totalement ouvert aussi à des ateliers culinaires et qui ont d'ailleurs vraiment un franc succès. Sur les macarons, je ne vous en parle pas. Et on refait la même chose à l'hôtel de la Marine, mais avec un agencement dans un lieu des Monuments nationaux de France qu'on est obligé de respecter. Il n'est pas tombé loin celui-là. Et également avec des ateliers dînatoires également. Donc on peut même y venir dîner avec des ateliers œnologiques, etc. Donc voilà, ça c'est une extension et qui est soutenue également par nos étudiants. Voilà. Merci. Comme là. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je propose qu'on conclue après ça. Ah ben oui. Est-ce que vous... Je crois qu'on voulait savoir sur votre offre de pain et de boulangerie. Alors le pain, on avait commencé, mais c'est un peu délicat parce qu'on a un escalier, et puis beaucoup de gens ne peuvent pas s'arrêter parce que la rue elle est impraticable pour s'arrêter. En fin de compte, on a laissé tomber. Et puis il y a 4-5 mois, j'ai un monsieur qui est dans la tour en face, un vieux monsieur, il m'a dit, vous comprenez, moi je ne peux plus marcher, c'était bien votre pain. Du coup, on a refait du pain. Donc aujourd'hui, et puis du pain de qualité, puisque de toute façon, on prend que des farines anciennes, c'est que des fermentations lentes. Donc voilà, c'est pas du pain tout blanc. Et même nos viennoiseries, je peux vous assurer qu'elles valent le détour. Ah, madame, une dernière question, madame? Simplement, avec un micro. Attendez, le micro. Oui. Oui, bonsoir. Il y a une possibilité d'accès aussi par la rue de Javel, qui serait peut-être plus pratique que cet escalier en colimaçon. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Quand nous serons sortis de tous nos travaux. Et puis l'ascenseur aussi, qui est André Citroën. Oui, voilà, c'est ça. Bon, voilà. L'escalier, on a prévu de le repeindre. Rue de Javel, il est très simple, l'escalier. Complètement, tout à fait. Alors c'est vrai que la rue de Javel, ce bout de la rue de Javel, ne fait pas rêver pour le moment. Parce que, Bien, merci. Oui. Mais je crois qu'on est bon. Et on est dans les temps. Et on va vous laisser. Et on va vous souhaiter un bon été. Et on se retrouvera en septembre-octobre, certainement. Voilà. Oui ? Question. Alors, on peut prendre une question, bien sûr, mais dans le micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un micro ?
Oui, il est là. Voilà. C'est bon, c'est bon. Donc en fait, Françoise Quérité, on va écouter madame. Merci. Association Village et Muriot, j'aurais une question à vous poser par rapport au projet Bouygues qui doit installer 6 antennes donc, dans l'immeuble du 36 rue Muriot, 6 antennes relais. Cet immeuble héberge aussi la bibliothèque municipale donc, André Chédid. Et donc je constate dans la fiche qui est ouverte au public sur le site de la mairie que la bibliothèque André Citroën n'est pas dans les établissements recevant du public. Et cette bibliothèque a une section jeunesse. Et ces antennes vont être installées au 5e étage. C'est juste au-dessus, à 3 mètres de la bibliothèque qui occupe le 4-3-2. Et donc les habitations, c'est particulier dans notre immeuble, commencent au 6e étage. Donc là aussi, les habitants locataires de Paris Habitat aujourd'hui vont être à 3 mètres des antennes. Donc j'ai noté que la mairie de Paris n'a pas donné d'avis. Donc sans avis, c'est réputé acquis. Donc j'aimerais savoir pourquoi la bibliothèque qui reçoit du public. Et en plus, je pense que le personnel de la bibliothèque est un personnel territorial. C'est ça, hein, de statut territorial, c'est là. Bon. Et donc le service public qui emploie ces agents publics a le devoir de protéger ces agents. Donc, et la bibliothèque, j'ai consulté donc, la conservatrice, n'est pas informée de ce projet. Voilà. Alors moi, je n'ai pas la réponse immédiate à votre question, mais effectivement, voilà, on va interroger l'office HLM, enfin logement social qui est concerné. Évidemment, je vais regarder ce qu'il en est, afin de vous voir donner. Je vous propose qu'on échange les coordonnées pour avoir, voilà, pour avoir tous les éléments. Mais évidemment, la bibliothèque est un établissement recevant du public, donc voilà, on va discuter plus. Voilà, on va vérifier ce point-là, madame. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment de sortir, mais l'ordre du jour est pourtant épuisé. Juste une question, monsieur Semel. Madame Roy. Je pensais qu'on allait avoir une petite information, vous faire parler ces messieurs. Oui. Sécurité. Alors, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais j'ai présenté. Oui, je sais, voilà. mais je pensais qu'ils allaient dire un petit mot quand Alors, même. bien sûr, on peut les laisser se présenter. Je suis désolé. Pardon. Hein, Monsieur, si on vous entend dans ces conditions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, il y a monsieur Ali Boukantar qui est chef de service à la cellule coordination opérationnelle et qui est référent titulaire du quartier. Et moi-même qui l'accompagne, je suis Slimane Dib, chef de service également à la cellule coordination opérationnelle à la division territoriale du 15e. Et donc, je l'accompagne dans ce cas d'espèce. Voilà, on est à votre disposition. On a vocation à assurer la régulation de l'espace urbain et d'assurer une hyper proximité avec l'ensemble des usagers. C'est notre vocation. Les nuisances sonores également sur la voie publique et également les regroupements de jeunes. Donc on a vocation on a des équipages de voie publique. On n'a pas les mêmes missions que la police nationale. On a nos missions prédéfinies par notre direction et de droit commun. Et on est à votre disposition. 3975 pour expliquer. C'est ça, 3975, vous avez l'application DMR également. Vous avez le Solène, si vous avez un espace sur le site de la mairie. Vous pouvez nous contacter également directement. Je voulais répondre à 2 questions par rapport à tout à l'heure. La rue de l'ingénieur Keller, elle est toujours, on va dire, sous surveillance concernant les stationnements gênants. Donc tous les jours, on est dessus. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et également concernant les établissements là, que vous avez cités, le podium et le quai. Donc on va les mettre, demain on va passer les voir. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Donc, voilà. Quelles sont vos amplitudes horaires? Merci messieurs. Vos amplitudes horaires, s'il vous plaît. Alors c'est du matin jusqu'à minuit. Et après on a des équipes de soirée qui peuvent intervenir, qui viennent d'autres arrondissements. Voilà.
J'ai pas entendu, madame. Après, les gens, ils ont le droit d'être dans la rue, on va dire, entre guillemets. Tant qu'ils ne commettent pas quoi que ce soit, on ne peut pas vraiment... voilà. Si vous avez si vous constatez des regroupements voilà, réguliers de personnes voilà, qui peut-être ont une mauvaise intention, c'est vrai qu'on a eu des problématiques d'affrontement, de rixes parfois. Là, évidemment, n'hésitez pas à nous saisir, à nous solliciter, les élus, moi, madame. Et puis 3975, effectivement, nous, de toute façon, on fait le lien permanent avec la police municipale et la police nationale. Vous avez aussi, dans le conseil de quartier, monsieur Vicaire, que je remercie, qui est un habitant et qui est référent sécurité des habitants du conseil de quartier. Donc lui-même qui participe à de nombreuses réunions avec le commissariat de police et la police municipale. Donc voilà, n'hésitez pas à nous saisir sur tous ces sujets, bien sûr. La police nationale rappelle que lorsqu'il y a des nuisances élevées, il ne faut pas hésiter à appeler le 17. Et quand il y a des violences, il faut aussi porter plainte. Parce qu'ils interviennent tout de suite. Et lorsqu'il y a des endroits où les nuisances sont bien connues et où il y a des patrouilles en permanence, le square Pablo Casals en particulier. Voilà. Et pour compléter une information qui a déjà été donnée à d'autres réunions, lorsqu'il n'y a pas d'urgence qui nécessite d'appeler le 17, mais un problème récurrent de tranquillité publique, n'hésitez pas soit effectivement à nous écrire, soit à écrire à une adresse qui est celle du commissariat du 15e arrondissement, qui est écoute15, tout attaché, écoute15, ECOUTE 15, @intérieur.gouv.fr. C'est une adresse qui est lue par des policiers du commissariat du 15e et qui permet de traiter l'ensemble des problématiques récurrentes de l'espace public. Voilà. Donc n'hésitez pas. Évidemment, le major qui traite ces sujets-là est en lien avec la mairie d'arrondissement et avec la police municipale. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première intervention.